Salut tout le monde. Sheldon ici, bienvenue aux chroniques du virtuel. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un de nouveau à vous présenter, Sonny, qui va nous faire des chroniques. Présente-toi un petit peu, Sonny, va parler un peu de toi. Ben moi, dans le fond, ça fait déjà 2 ans que j'ai acquis une Oculus Rift. J'avais Oui. déjà commencé à faire plusieurs recherches avant par rapport à la réalité virtuelle. Puis après de nombreuses recherches, j'ai fini par en acheter un. Puis 1 an plus tard, ben, j'ai fini par en acheter un deuxième. Donc j'ai OK, eu quand quand même, oui, même. deux. Ouais, c'est ça. Avec deux, on a également pris le temps à la maison de préparer 2 pièces séparées pour qu'on puisse faire des LAN. Puis tu sais, je peux même inviter quelqu'un à la maison là, puis jouer avec. Là, puis regarde, on va essayer ça. Regarde. Ouais, Puis tu le j'ai eu fais aussi essayer, mon tu lot de triches pas. problèmes. Exactement. J'ai eu aussi mon lot de problèmes. On s'entend, mais j'en ai réglé beaucoup aussi d'ailleurs. Fait que moi, pour ce qui est ma part, je vais vous présenter aussi, on a un invité aujourd'hui, Monsieur Donald Landeville. C'est un passionné de sim racing. C'est également le propriétaire de la compagnie Top Speed Motion Simulator qui est basée à Joliette. C'est encore un très bel exemple du savoir-faire québécois. Donc, Donald, je suis content de nous avoir avec nous. Très heureux d'être Fait là, très heureux d'être là sur votre magnifique balcon surplombant la ville. Ouais, Puis Ben oui, ça ben va oui, être ben oui. fantastique. Puis la réalité virtuelle me passionne également parce qu'avec ce que je fais dans le sim racing et la réalité virtuelle, ça se mixe tellement bien. En plus, mes sièges bougent, donc c'est ce qui se rapproche le plus de la téléportation. Dans le fond, on est dans la voiture, on voit ce que le pilote voit, notre corps ressent ce que le pilote ressent. Pour Le moi, feeling, là. c'est même possible Le de faire des feeling, voyages là. dans le temps. Comme par exemple, si je prends la piste de Monaco 1967 avec une Formule 1 des années 60, ben, je suis dans les années 60. Puis je trouve ça vraiment fantastique. Puis je suis bien emballé là, de partager ma passion avec tous les auditeurs. C'est parfait, ça. Parfait. Si vous me permettez, pour la chronique de Sony, justement, il y a peut-être du monde qui vont nous regarder et qui connaissent même pas c'est quoi la réalité virtuelle, qui connaissent pas ce qui existe. Il y a d'autres choses que la réalité virtuelle qui existe. Puis Sony, je sais que tu voulais nous en parler. Absolument. Moi, aujourd'hui, je suis venu ici pour vous expliquer, démystifier un peu l'univers du virtuel, mais ainsi que la réalité augmentée et la réalité mixte, parce que parfois, il y a une certaine confusion qui peut englober tout ça. Bon Donc, point. de Le marketing base, aide pas en plus. oui, exactement. Les grosses compagnies ils essaient de mêler tout le monde, puis on sait plus quoi faire, où est-ce qu'on se retrouve, qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on a besoin pour faire fonctionner ça. Donc, c'est pour ça que je suis là. Donc, pour ce qui est de la réalité virtuelle, pour ceux qui ont absolument aucune connaissance là-dedans, ça consiste en on porte un casque ou l'utilisateur porte un casque dans lequel il est plongé dans un univers complètement parallèle à l'univers le réel qu'on est. On est complètement coupé de ce qui nous entoure. C'est certain qu'il y a des systèmes là, de protection pour éviter qu'on se blesse ou qu'on tombe. Mais outre ça, la réalité virtuelle en soi, c'est vraiment l'utilisateur se retrouve dans un monde comme fantastique où il peut interagir avec son univers et tout ça complètement indépendamment de tout ce qui peut se passer autour de lui. Il y a plusieurs compagnies là, qui font qui produisent des casques tels que Du contenu, Oculus. Oui, du contenu. On a Oculus, effectivement, on a HTC Vive, on a PlayStation qui est de la course. Il y en a plein d'autres. Ça, plus tard dans une autre chronique, je vais vous en reparler parce que j'en ai des heures et des heures à vous en parler. Ça va être intéressant. Ben, j'en ai essayé plusieurs aussi. J'ai dû essayer une dizaine de casques différents. Puis ça va tellement vite. Je veux dire, Oui, à chaque mois, ils s'annoncent des nouvelles choses. Si on fait une chronique dans un mois, ça va être peut-être très différent de ce qu'on fait là. Ça va être différent. Il y a des nouveautés qui s'en viennent en plus. Hein. Absolument. Puis c'est drôle qu'on te reçoive aujourd'hui avec ton sim racing parce que j'ai trouvé l'ancêtre, l'ancêtre de la réalité virtuelle, c'est un dénommé Morten Hillig. En 1962, il a fait une petite machine, ça s'appelle le Sensorama. Okay. Ça consistait à ce que, dans le fond, l'utilisateur s'assisait dans une espèce de petite machine où il se mettait à face, dans lequel il y avait des écrans. Et on va pouvoir le voir à l'arrière. Ça ressemble environ à ça. Donc, comme que vous pouvez voir, ça ressemble à ça. Oui, non, c'est vraiment là, très, très archaïque. Donc, on dirait que c'est pour lancer une fusée en Russie. Ouais, mais à vrai dire, il y avait 4 choix. Soit il pouvait faire, soit il pouvait se promener soit en moto ou en espèce de 4x4, ou encore là, il pouvait se promener. Mais l'affaire qui est bien là-dessus, c'est que l'utilisateur avait la chance de pouvoir faire une expérience en 3 dimensions
avec le son, la vibration dans le siège, mais même, on avait des arômes. Il pouvait sentir les trucs. Ouais, c'était quand même assez évolué pour 1972. Ouais, c'était avant-gardiste, vraiment. Oh, oui, absolument. La vision était là. Oh, oui, c'est ça, c'est l'ancêtre de la réalité virtuelle. C'est pas la réalité virtuelle qu'on connaît, mais en tout cas. En 1980, on a vu l'apparition des premiers cas de réalité augmentée. C'était un projet iTap que ça s'appelle. Ça ressemble étrangement au Google Glass qui est sorti il n'y a pas si longtemps encore. Ou encore là, les Vixud Blade qui est sorti aussi sur Amazon, que je pense que tu as peut-être vu au CES 2018. Amazon, effectivement, ont fait des lunettes de réalité augmentée. La réalité augmentée, qu'est-ce que c'est? C'est dans le fond tout ce qu'on voit dans notre univers normal. Là, on s'en va au supermarché, on s'en va à l'épicerie. Puis, c'est des informations qui peuvent apparaître soit sous forme de texte ou d'image à travers des lunettes. Comme ça, on peut voir, exemple, je sais pas, moi, tu regardes une boîte de céréales, ben, tu vas avoir une information qui va apparaître dans ta lunette. Ah, boîte de céréales, Krispy Kreme, whatever. Puis il va avoir un chiffre, combien ça coûte, les valeurs nutritives, ou peu importe. Fait que rendu là, ça, c'est de la réalité augmentée. Tu n'as pas d'interaction nécessairement avec l'image que tu as, c'est surtout de l'information supplémentaire que tu as. Pour ce qui est de la réalité mixte, ça, c'est un petit peu plus touché. Attention, il ne faut pas se tromper. Il y a des casques de réalité mixte, comme que tu expliquais. Il y a plusieurs casques de réalité mixte qui fonctionnent sur la plateforme Windows Mixed Reality, que, en quelque sorte, c'est simplement une copie d'un des casques de réalité virtuelle. C'est de la réalité virtuelle, même si ça fonctionne sur la plateforme Windows Mixed Reality. Ouais, mais en fait, c'est juste un nom. C'est juste un nom de commerce. On décide d'appeler ça comme ça, presque pour mélanger les gens, parce que le logiciel Mixed Reality, c'est pas de la Mixed Reality. C'est juste le nom du logiciel. C'est comme Oculus, ils ont leur système, HTC, ils ont leur système. Mixed Reality, c'est un autre système, mais c'est grosso modo la même chose. Mais c'est la plateforme de développement pour les HoloLens. Les HoloLens, qui sont un produit de Microsoft, justement, qui a été présenté, pouvant mixer, justement, l'image qu'on a réelle et ajouter des éléments de synthèse sur notre environnement actuel. Il y a eu, Microsoft nous a fait passer un message publicitaire comme, pour supposer comme quoi qu'on pourrait utiliser, exemple Minecraft, on pourrait avoir une map de Minecraft dans notre salon, tu sais, directement sur notre table ou sur notre divan. Oui. Fait que rendu là, on pourrait interagir. Oui, effectivement, mais il faudrait avoir chacun un casque HoloLens autour de la table qui est environ à 3500 $ du casque. Fait que c'est encore, tu sais, on va en développement. C'est pour ça, selon moi, dans un futur assez proche, ils vont clarifier un peu les catégories. Mais là, présentement, c'est assez flou. Microsoft, c'est un géant, fait qu'il dit, Grim, on va essayer de prendre tous les noms inimaginables pour être certain que quand tu vas faire une recherche, tu vas tomber sur mon produit. T'sais. Mais, tu sais, outre HoloLens, Microsoft, il existe d'autres compagnies, justement le Magic Leap One, qu'on a pu entendre parler justement au CES 2018. Ouais, on a entendu pas mal parler, celui-là. Il y a justement le Meta 2, que d'ailleurs on a un peu moins entendu parler, mais il est en développement présentement. Puis il y a aussi justement les HoloLens qui sont toujours là. Il y en a d'autres, ça. Je vais faire d'autres chroniques à ce niveau-là. Je vais pouvoir informer davantage les gens qui vont vouloir avoir des informations supplémentaires, dépendamment de la plateforme qu'ils veulent. Puis il y a aussi les compatibilités de matériel qu'il faut faire attention. Tu sais, si on achète, on dit « Ah oui, je vais acheter un Oculus Rift à 529 $. Oui, c'est beau, 529 $ pour l'Oculus Rift avec les deux capteurs et les manettes. Mais il faut que tu penses que ton ordinateur, est-ce qu'il peut le rouler? Tu sais, il y a des applications sur chacune des plateformes pour pouvoir réussir à savoir, bon, est-ce que mon ordinateur est capable de le rouler avant que j'achète 529 $? Qu'est-ce que j'ai besoin pour le faire fonctionner? C'est des choses importantes à savoir. Ouais. Puis la VR est quand même quelque chose d'exigeant, complètement à part. Effectivement. Comme il y a beaucoup de gens qui pensent s'acheter un casque de réalité virtuelle et le soir même jouer à son jeu vidéo avec, non. Il y a tellement d'histoires que ça peut prendre 12 heures avant de réussir à faire marcher son jeu, 24 heures. Je veux dire, c'est de la douleur, là.
Au début, il y a toujours quelque chose qui marche pas. Le Steam VR, pour l'upgrader pour ça. Puis il y a tellement de choses, mais une fois que ça marche, c'est fantastique. Mais des fois, ça peut être long avant que ça fonctionne, que tout fonctionne. Est-ce que l'ordi fonctionne bien, le logiciel? Mais par exemple, les manettes. Tranquillement, pas trop vite, là, avec Oculus Quest qui ont fait un bon produit. Oculus Go aussi, encore là, c'est 2 produits qui ont sorti. Okay. Il y a, cette année, ça va être beau pour le VR. Oh oui, il y a des grosses choses qui s'en viennent. Ça va être intéressant, ça va être le fun de partager ça avec bon. Bon, on va aller aujourd'hui, on va aller dans le cœur de l'émission, en fait, qui est l'entrevue avec Donald. Oui. Je vais juste aller sortir nos questions ici, là, pour qu'on se partage ça. Ouais, Donald, c'est simple. Première chose, le sim racing, le gros trip de ça a commencé comment? Ça devient où? OK. Bon, mon histoire dans le sim racing, puis un peu plus tard, je vais y aller avec l'histoire du sim racing, comment ça a commencé, tout ça, mais je vais commencer avec mon histoire à moi. À okay. toi, oui. Moi, j'ai commencé avec le sim racing en m'achetant un volant vers la fin des années 90. Mais en fait, avec mon ColecoVision en 1983, j'avais le volant avec un jeu qui s'appelait Monaco Grand Prix. Donc, ça, c'était mon premier volant. Puis après, il y a eu une longue pause de vrai 15 ans où j'ai pas fait de sim racing ou presque pas, ou Gran Turismo avec une manette. Mais qu'est-ce qu'on peut appeler sim racing? C'est quand je m'ai acheté mon premier volant. Puis la vraie piqûre, je l'ai eue quand j'ai joué pour la première fois au jeu Grand Prix Légende, qui est un jeu, comme le nom le dit, qui est légendaire. C'était la saison 1967 de Formule 1. Extrêmement difficile comme jeu, mais c'était la première fois où on avait vraiment besoin de freiner puis de suivre la ligne de piste, puis c'était la vraie affaire. Puis là, j'ai eu la piqûre à ce moment-là. Ça sortait en 1998. Puis après ça, on quittait l'arcade pour vraiment la simulation. Là. Ouais, c'est ça. Puis là, à partir de ce moment-là, ça a toujours évolué. J'ai le plus gros écran. À un certain moment donné, j'ai ajouté des butt kickers. Des butt kickers, c'est c'est un subwoofer silencieux qui transforme les basses en vibrations. Donc, on installe ça après son siège, puis on sent les vibrations du moteur, un peu les vibrations de la piste. Ça, c'est intéressant. Après, il y a eu le triple screen. Là, j'étais allé avec 3 écrans, qui est quand même bien le fun. Ça a toujours évolué, plusieurs sortes de jeux. Puis là, je me suis vraiment mis à triper bien fort là-dessus. Puis autour de 2008-2009, j'ai vu que c'était possible d'avoir des sièges qui bougent, donc des motion simulators. Ouais. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, si des gens... je pensais que c'était hydraulique, mais c'est pas... Ouais. Hydraulique, ça serait trop lent. C'est électromagnétique. Okay. Mais bon, c'est pneumatique. Ça se fait-tu? En fait, c'est un moteur rotatif qui roule très, très, très rapidement et qui fait bouger une rod de haut en bas de manière linéaire. Mais bon, ça, c'est un détail un peu pas important. Okay. Mais j'ai réalisé que c'était possible. Ça m'a pris des années avant de comprendre parce que je voyais sur YouTube que ça existait, qu'il y a des gens qui existaient. Puis là, j'ai fouillé. J'ai commencé à faire mes designs, à essayer de voir. Puis ça m'a pris 2 ans à être capable de faire bouger mon affaire. Puis la première fois que ça a bougé, là, je me sentais comme le docteur Frankenstein. Là. It's alive! It's alive! là, j'ai vraiment eu la piqûre. Puis après ça, ça a resté à peaufiner le mouvement, peaufiner tout pour que ça soit le plus réaliste possible. Fait que ça a été un développement qui s'est fait sur 4 ou 5 années avant que j'arrive avec un produit qui était vraiment satisfaisant. Puis là, je trouvais ça fantastique. Puis au moment où je me suis rendu compte que j'avais quelque chose d'exceptionnel dans les mains, je me suis dit, OK, si je voulais m'acheter ça, donc, je suis allé sur Internet pour voir l'équivalent sur le marché. Puis je voyais que les prix étaient entre 30 et 50 000 $, même jusqu'à 100 000. Là, moi, je sais que j'étais capable d'en construire un pour considérablement beaucoup moins que ça. Donc, j'ai dit, OK, il y a peut-être de la place pour moi pour le marché. Puis là, j'ai fait une première. J'ai lancé mon affaire. J'ai invité des journalistes locaux dans un magasin qui vend des pièces d'auto. J'ai installé mon simulateur là. Puis là, le journaliste a trouvé ça assez hot. Il m'a mis en première page du journal local. Là, il y a un journaliste de TQS à l'époque qui a vu le journal, qui m'a appelé, puis qui m'a dit, viendrais-tu à l'émission du matin de Gildor Roy
avec ton simulateur parce que c'était dans le temps du Grand Prix. Faut montrer ça. Là, oui, mais c'est ça. Puis là, tout ça, c'est dans la première semaine. Première page du journal, la télé. Là, quand j'étais allé à la télé, le club Porsche Québec me vit et dit OK, on voudrait que tu amènes ton simulateur sur la rue Crescent pour le Grand Prix. J'étais allé, fait que tout ça dans la même semaine. Fait que moi, je me disais, OK, là, je vais être millionnaire, là, c'est clair dans pas long. Là. Mais c'est pas arrivé si vite que ça, dans le sens où je suis pas le millionnaire encore, là, loin de là. Mais ça a été long avant que je vende mon premier, parce que c'est relativement cher. C'est environ 5 000 $ pour la machine, plus l'ordi, plus les écrans. Fait que on parle de 7 tout 8, est compris. 10 000. C'est un package deal, là, t'as tout, là, one shot, là, ça te revient. La plupart de mes clients, à peu près, grosso modo. À un certain moment donné, là, je mettais ça en ligne sur eBay ou quoi, puis à un moment donné, il y a un pilote professionnel qui m'a appelé pour en avoir un. Il voulait s'en construire un, puis là, je lui ai offert d'y vendre le mien. Puis là, lui, il l'a utilisé pour se pratiquer dans la vraie vie. Puis à partir de là, lui en a parlé à d'autres. Puis là, c'est parti que c'était les pilotes professionnels qui m'achetaient ça. Et puis là, je faisais ça à temps partiel. J'avais un autre emploi. Puis je vendais des simulateurs une fois de temps en temps la fin de semaine. Puis là, ça rapportait suffisamment pour être presque capable d'en vivre. À un certain moment donné, j'ai fermé mon ancienne business, que j'étais photographe à l'époque. J'étais photographe pendant 20 ans. Mais la réalité virtuelle, ça a de l'avenir, mais la photographie, ça n'en a pas. C'est fini, là. Non. C'est dans le sens où, être photographe aujourd'hui, ce serait comme dire, je suis musicien dans le métro. Peu importe. Fait que j'ai fermé ma business de photo. Il y a des technologies pour ça, hein? Ouais, mais en tout cas, dans ce que je faisais, mettons, depuis 2012, ça allait toujours de moins en moins. Fait que j'ai fermé cette business-là, puis depuis 2 ans maintenant, simulateur all the way. Puis là, je l'ai vendu une centaine d'unités jusqu'à présent. Puis ça va très bien. Puis encore des pilotes de course m'en achètent. Puis l'autre partie, c'est des enthousiastes, des gens qui ont des Porsche, qui vont la fin de semaine faire des tours de piste. Ça, c'est souvent. Puis, depuis 1 an, des arcades VR. Là, j'en ai vendu beaucoup à des... comme des arcades VR, ça semble être un nouveau marché. Puis là, c'est de plus en plus dans presque toutes les villes, il va y avoir une petite arcade VR. Puis pour attirer la clientèle, ça prend plus que juste un casque VR puis un siège statique. Ça prend un incitatif que les gens n'ont pas à leur maison. Ils m'achètent des simulateurs. Fait que c'est un peu l'histoire de ma compagnie. J'ai fait une super longue réponse, là. Désolé. Mais c'est comme ça que j'ai commencé. C'est la passion pour moi. J'ai toujours rêvé de faire de la course automobile. Je suis pas assez riche. Il faut être millionnaire pour faire de la course automobile, là. Soyons clairs. Oui, effectivement. Justement, c'est une des questions. Puis, c'est ça. C'est pour essayer de me rapprocher le plus possible de mon rêve, qui serait de faire de la course automobile. Puis si je vends, mettons, 1000 simulateurs, je vais possiblement être capable de m'acheter une petite voiture de course. C'est ça le but au bout du compte. Là. Ouais. Tu as eu la chance de faire justement d'être sur un vrai circuit, de voir la différence entre la simulation et la réalité. Là? À quelques occasions, mais tu sais, des occasions comme t'achètes des tours de piste à gauche, à droite, des expériences de conduite. Oui, j'ai fait ça. J'en ai reçu un cadeau, je l'ai fait une couple de fois. J'adorais ça, mais pas tout le temps. Des fois, les expériences étaient ordinaires, comme à Icar, j'ai pas aimé ça, mais j'ai adoré l'école d'Andrew Ranger de NASCAR avec Cabana à Sanarre. Ça, c'était fantastique. Et puis, j'ai eu l'occasion d'aller sur la piste avec certaines de mes voitures faire du lapping à quelques reprises. Mais évidemment, le sim racing puis la course en ligne, c'est encore plus exaltant que juste rouler seul dans ces expériences-là. Parce que ça se rapproche beaucoup. Puis pour mes clients, les pilotes professionnels disent « OK, c'est pas la même affaire, mais c'est ce qui se rapproche le plus. » Donc, pour s'entraîner, puis beaucoup de mes clients aussi considèrent que ça leur a fait sauver de l'argent m'acheter ces machines-là. Parce que, tu sais, avec, juste en pneus, par exemple, une journée de course sur un circuit en pneus, ça peut coûter 3 000 $ en pneus. Ça, c'est le temps qu'ils t'apprennent le circuit. Fait que si le pilote arrive sur le circuit avec cette connaissance-là, qu'il sait les bosses sont où, il sait à quelle courbe la prendre, à breaker à partir de quel endroit, à quelle vitesse la prendre, ben là, à partir de ce moment-là, lui, ce qu'il a à pratiquer sur le circuit, ça se fait beaucoup, beaucoup plus rapidement. Puis, pour eux autres, ils considèrent que ça leur a fait sauver beaucoup d'argent.
Hey, un gros merci, Donald, pour. Ça m'a fait un très grand pour ta venue. plaisir. C'était super trippant. Je pensais pas que le Puis sim on racing se avait... parlera de l'histoire du sim racing une prochaine fois. Ouais, c'est Ben oui, clair, parce- ça, ouais. On va pouvoir. Il y a super des trucs à suivre là-dessus, c'est clair et net, là. Ça va être très Absolument. intéressant. Puis en même temps, il y a sûrement nos internautes qui vont poser plein de questions par rapport à où ce qu'on Ah, ben. c'est sûr et certain. Fait que, Ça va me on faire passe plaisir. le message. La prochaine fois, j'imagine que mes mains vont aller mieux parce que là, j'ai des gros problèmes de mains. Ouais, mais il te manque un Mes capteur. chaussures sont n'importe où. Ah, ben, je suis surpris de Ça, voir ça à fait- quel point ça fonctionne bien quand même si ça fonctionne seulement Quand avec même. un capteur. Je suis agréablement surpris. OK. Vous avez parlé de sim racing puis de la technologie, puis moi je m'occupe du côté gamer vraiment là. Peut-être d'en satisfaire une coupe. Je me suis sorti un petit top 3 de cette année des jeux, des gros jeux qui vont sortir en 2019. Puis je les ai choisis en particulier, pas parce que je les aime nécessairement ou je les attends, mais parce que c'est des jeux qui ont tenté de développer des technologies supplémentaires pour aider la VR. Mon numéro 3, ça tombe bien parce qu'Apex Legends est sorti, puis là tout le monde capote, c'est Battle Ah oui, Royale. effectivement. Puis c'est un autre Battle Royale. Oui, j'ai entendu parler beaucoup. Mais en VR, ouais. C'est Le nom de jeu, c'est justement, Population One. Puis, qui est créé par le développeur, c'est Big Box. Ils ont déjà créé en VR un jeu qui s'appelle Smashbox Arena. Personnellement, j'ai pas joué, fait que je peux pas malheureusement témoigner de la capacité de cette compagnie-là au VR, mais je me dis qu'ils ont déjà un minimum d'expérience. Puis, basiquement, ça va être une carte Battle Royale de 1 km par 1 km. Ça va être des maps de 24 joueurs. Fait que ça va probablement être beaucoup plus rapide. Déjà que la VR est un petit peu... On s'entend que c'est pas du Call of Duty. Là, tu peux pas jumper d'un bord puis de l'autre comme tu veux en VR. Là, c'est un peu plus réaliste en parenthèse. Ouais, ça s'en vient de pas pire. Par rapport au mouvement du joueur, tu veux dire? C'est pour se déplacer, c'est plus compliqué? Ouais. Oui, parce que on a beaucoup de téléports, on a un peu de déplacement, mais on peut pas comme voler. Ils ont encore de la misère à... Oui, j'ai essayé l'Omniverse récemment, c'est où on peut marcher puis courir puis on est retenu par la taille. Un de mes clients au Texas avait ça. Je l'ai essayé. Ah oui, joué. C'était pas satisfaisant à mon goût, c'était pas rendu tout à fait là. Mais on voyait que quand ça va être rendu là, vraiment, oui. C'est ça. Puis, mais c'est pas le développeur tout Big Box, avec Population One, ce qui est particulier, c'est qu'ils ont, selon ces entrevues que j'ai vues d'eux autres, ils ont développé une technologie qu'ils ont appelée Free Motion. Donc, dans le jeu, il va y avoir la possibilité de, évidemment, courir et compagnie, de grimper, de planer en quelque sorte. Mais avec leur technologie Free Motion, ce qu'ils viennent dire, c'est qu'ils ont rendu la VR, ils ont essayé de rendre la VR le plus confortable possible. Il y a quand même beaucoup de monde qui font du motion sickness. C'est une des choses qui peut stopper les gens, la réalité virtuelle. Puis eux, ils ont focusé là-dessus. Big Box promet aussi compatibilité avec les cartes RTX. Ça va être disponible. Il va y avoir du building dedans. Oui, effectivement, je vais être curieux de voir ça en VR. Ça va être exigeant, pas qu'à peu près. Par contre, il va y avoir du building aussi, comme à la Fortnite un peu. Ça, je sais pas ce que ça va donner personnellement. Puis, on a eu une petite avant-goût avec Fortnite, là, à quel point que ça peut dégénérer. Oui, ça peut être assez intense. Puis, le jeu va être, ça va être du 24 joueurs, c'est soit du free for all, soit des squads. Il va y avoir du 12 contre 12 aussi, vraiment deux équipes séparées. Puis il va aussi avoir des missions solo contre l'intelligence artificielle. Il disait que ça, c'est surtout pour permettre aux gens de se pratiquer avant de vraiment faire du online, là, puis d'aller de manière un peu plus sérieuse. Ça va sortir cette année, il n'y a pas de date précise, mais s'il y en a qui sont intéressés, ils prennent les inscriptions pour les bêtas privés. Ils en ont déjà fait un petit peu dans le temps des fêtes. Vous pouvez y aller sur leur site web Population One, puis vous inscrire sans problème. Là. Donc, si je comprends bien, Sheldon, ça va être un genre de Fortnite en VR, disons, pour grosso modo, c'est un peu dans le même genre, c'est ça que je comprends? Ben, je veux dire, le seul aspect qui est semblable à Fortnite, c'est la construction. Mais le reste, je vous dirais, graphiquement, là, les gens voient en arrière, là, Mathieu met le trailer, ça va ressembler un peu graphiquement plus à PUBG, un côté un peu plus réaliste. Là. Ça va être un mix d'un peu n'importe quoi, là, le trailer. Un genre de shooter où on est plusieurs personnes, il faut tuer les autres, là. C'est ça que je veux dire. Exactement, ouais. Puis t'as juste une chance, tu crèves, t'en reviens pas, t'es fini. Puis on va pouvoir grimper. Avec la VR, grimper, c'est absolument extraordinaire. D'ailleurs, vous allez voir que tous les jeux que j'ai choisis, c'est tous des jeux qui incluent la fonction de grimper. Mon deuxième, c'est un genre de MMO qui s'appelle Nostos, qui vient de la Chine, qui vient du développeur NetEasy.
Oui, j'en ai NetEase, parlé de ça. excusez-moi. Ça va être, bon, je dis MMO, mais entre parenthèses, parce que c'est des instances de 20 joueurs maximum, mais il y a un nombre infini d'instances. Fait que ça peut être plusieurs fois 20 joueurs, mais c'est pas vraiment MMO, parce que tu sais, si On vous jouez à en World of attend, on Warcraft, en attend du MMO par exemple. Là, dans le VR, ouais, là, effectivement, c'est ce qui manque. Là. Il y a c'est sûr que ça va Orbus venir qui à un était moment là. donné. Hey, excusez les Orbus, gars, il manque qu'est-ce que ça de veut dire graphiques. MMO? Parce que Euh, moi, je joue juste Sim Racing, là, je connais rien des autres affaires, mais qu'est-ce que ça veut dire MMO? c'est Ah, je me souviens plus, c'est Multiplayer Massive Online? Yeah, exactement. Massive C'est Multiplayer Multiplayer Online. Online. Ouais. Ok. Donc, Très généralement, bien, on est dans juste les, pour on est ça, dans les 1000 joueurs. pour Là. vulgariser. Ok. Ah, dans Ouais, les on est 1000 vraiment joueurs. dans les grands nombres de Oh my joueurs. God. Oui, absolument. Ok. Là, des trucs genre World of Warcraft, ça même. Plein, Exactement, ça c'est de vraiment des vrais MMO. Nostos, ce ne sera pas Ok. vraiment à part entière. Là. Il va plus être un jeu accès PVE, donc ça va être des escouades jusqu'à maximum 6, mais il va y avoir 20 personnes sur une instance, mais ça va être plus être sur PVE, il n'y aura pas vraiment de PVP. Puis ça a un look très semblable à Zelda. Graphiquement, là, on peut le comparer au dernier Zelda qui est sorti. C'est bien sur les C'est plateformes VR. super beau. C'est parfait, c'est facile à lisser, on a des belles textures quand même, ça demande pas trop fort graphiquement, et on peut avoir beaucoup de contenu, c'est vraiment le fun. Là, j'ai fait effectivement. On a joué à Breath of the Wild beaucoup là, chez nous à la maison, là, puis regarde, les graphiques sont bons. C'est un beau graphisme, c'est minimaliste mais beau en même temps. Là. Exactement. Oui, c'est vraiment excellent parce que un autre jeu très minimaliste mais qui est très beau, c'est Eco Combat en VR et qui roule absolument à merveille. Ça, c'est une grande réussite. Puis, pour vous donner juste un petit peu le contexte de Nostos, c'est simplement un univers post-apocalyptique. Entre parenthèses, il y a eu une grande guerre. Pratiquement, il y a une civilisation qui a été pratiquement anéantie. Puis, on se retrouve comme vraiment très longtemps après cette guerre-là, où ce que la nature a repris sa place. Donc, le joueur va avoir une grande zone à explorer, une carte de 20 km par 20 km, puis il va pouvoir découvrir les secrets de la civilisation passée. Il va y avoir du crafting, il va y avoir du building également de possible. J'ai du crafting. Je n'ai pas vu de magie. Je ne sais pas s'il va en avoir. Jusqu'à maintenant, j'en ai pas vu dans les trailers et dans les interviews. Puis, mais il va y avoir du grimpage également. Là, puis aussi, c'est vrai ça, cross-platform, Vive, Rift, aucun problème. Même PC. On aime ça, nous autres. Oh, ouais, même PC. PC normal. Oui, PC 2D. Ça sera pas. C'est vraiment orienté VR. Mais vos chummies qui n'ont pas de VR vont pouvoir quand même essayer le jeu puis venir jouer. Et comment ça s'en arrive vers ça, justement, c'est d'inclure les autres joueurs dans le VR, histoire que, tu sais, on puisse agrandir en la Sim Racing, ça a toujours été... Excusez, en Sim Racing, ça a toujours été le cas. Bien en Sim Racing. Tu sais, dans le sens où, peu importe si tu joues sur des écrans ou avec un casque VR, tu cours compte, là. Toi, ta plateforme, tes machines, c'est Oculus, HTC, Vive, n'importe quel? Ah, pour mes machines, c'est n'importe quel casque. Mais le mouvement est complètement indépendant du casque. Là. Tu sais, je peux jouer sur une télé, un projecteur, en VR, peu importe. Peu importe. Puis quand je joue, moi, mon siège bouge, mais je joue contre plein de gens que leur siège bouge pas. Mais c'est intéressant de pouvoir avoir le plus grand nombre de personnes possible dans le même univers. C'est très intéressant. Non, c'est ça. Oui, effectivement, ça c'est vraiment génial. Vaut mieux, en tout cas, moi je suis bien content du cross-platform, mais je veux pas t'exclure des Mitchummy qui ont du Vive. Je suis bien content. Puis même du Windows Mixed Reality, j'aime ça que tout le monde soit ensemble. Puis mon dernier, ça c'est mon préféré. Ça, je l'attends avec vraiment impatience. Puis c'est Stormland. Vous l'avez sûrement entendu parler au CES en 2018, ils en ont parlé beaucoup. C'est développé par Insomniac Games. Puis ce qui est trippant avec cette compagnie-là, c'est que c'est eux qui ont fait The Unspoken, qui est comme l'un des jeux de lancement du Rift. Puis c'est aussi eux qui ont fait le dernier Spider-Man. Donc, j'ai un gros... C'est ça, j'ai hâte de voir comme, OK, expérience VR, mais aussi expérience en gaming normal, point de vue story, point de vue histoire. Ça, j'ai vraiment hâte, parce que Stormland va être vraiment plus ce sens-là. Donc, c'est un jeu à monde ouvert, parce que vous êtes un androïde jardinier, dans le fond. Dans le fond, le contexte, c'est une planète qui se fait terraformer. Puis, pour X raisons, on ne sait pas encore, vous allez le voir si vous jouez au jeu, vous vous faites attaquer par des méchants robots, vous êtes pris pour mort. Mais vous vous réveillez, puis au fil du jeu, vous vous upgradez vous-même en prenant des composants de d'autres robots que vous intégrez à vous-même. Vous sauvez d'autres robots qui sont, dans le fond, comme vos collègues. Puis, l'histoire suit comme ça. Ça va jouer en coopératif. Également, je crois que c'est jusqu'à un maximum de 4. Puis, la carte, le monde ouvert, devrait changer par elle-même. Il y a une espèce d'environnement, il y a un climat
mais physiquement, la map devrait changer. Vous allez pouvoir voler, vous allez pouvoir grimper un peu partout. Là, le robot, il y a littéralement des jetpacks en dessous des pieds. Il va avoir une liberté de mouvement vraiment extraordinaire. Le seul contrepoint que je leur donne, c'est que c'est Oculus Studio qui le produit, donc c'est Rift seulement. Ah, mais c'est pas Désolé, grave. Jean Diverge, puis Windows Ah, Majority. des fois, il y a peut-être des petits logiciels comme Revive. qui existent Ouais, apparemment. le Il y a des Revive rumeurs devrait qui pouvoir faire disent... la job. Il y a des Mais, geeks qui vont sûrement se mettre sur le cas pour trouver une manière Non, de mais il y en a déjà des transformer. tweaks. C'est juste que, justement, c'est des tweaks que certaines compagnies peuvent pas trop aimer ça. Ouais. Fait que faut Ça va respecter trouver moyen, mais en tout cas, c'est tous des jeux qui promettent justement de rendre la VR beaucoup plus confortable. Puis je pense que l'expérience que les développeurs ont eue 2017-2018 là, commence en 2019 va vraiment porter ses fruits. Puis surtout que c'est des jeux AAA, là, on tombe, surtout Stormland en particulier, on tombe dans une coche à part. Là. Déjà qu'il y avait, si vous avez déjà joué à Lone Eco ou Eco VR, là, je vous en ai parlé tantôt, mais Lone Eco. c'est un jeu VR absolument phénoménal qui a été extrêmement bien conçu. Puis ça va continuer dans ce sens-là. Moi, j'ai hâte au printemps cet été. Ah ouais, non, il y a du gros qui s'en vient. Ça devrait sortir dans ce bout-là ou d'ici Noël, là, c'est sûr que ça fait. Puis moi, pour ce qui me concerne, moi cette semaine, je sais pas si tu as essayé un petit peu ce qui est sorti, est-ce que tu as checké un peu ce qui se passait un peu sur le store. J'ai vu Angry Bird passer. Oui, c'est vrai, oui. J'ai vu Angry Bird passer. Puis finalement, je me suis laissé tenter. Puis pas mauvais. Pas mauvais. Pour vrai, là, pas mauvais. Ouais. Non, sérieusement, j'ai été agréablement surpris. C'est certain que le fait de payer pour un Angry Bird, ça m'a laissé un peu, tu sais, 16-17$ pour Angry Bird, c'est un peu déplaisant. Mais tu sais, le jeu, il faut contribuer les développeurs. Puis moi, j'ai été dans ce sens-là. J'espère qu'ils vont en sortir. Je suis un amateur de petits jeux thriller. Des fois, là, ça passe le temps. Ouais. Mais là, c'est bien fait. On est dans une plateforme 3D. On peut même se déplacer. Nos tours, tout est en 3D. Fait que, tu sais, comment ça marche pour lancer les... c'est vraiment comme si tu avais un slingshot. Tu pognes l'oiseau, tu pognes le shoot. Puis en visant comme ça, avec les mains du contrôleur, puis... Oui, ça fonctionne très bien, très fluide. Comme la prise en main est parfaite, les graphiques sont beaux, l'ambiance est bien. J'ai vraiment apprécié. Fait en tout cas, moi, pour ce qui fait un beau petit jeu général en plus. Hein. Et pour tout le monde, on s'entend? Ah, absolument, n'importe qui peut jouer ça. Là, t'as pas besoin d'être un gros gamer hardcore là, pour finir. Pour jouer Angry Birds, c'est bon pour tout le monde. Par exemple, non, mais ça prend des jeux pour attirer le grand public en quelque part. Absolument. Parce que, tu sais, le VR, là, mettons, c'est sorti à peu près en 2016-2017, puis tout le monde s'attendait à une grosse révolution rapide, puis on se rend compte que finalement, c'est pas si rapide que ça, la révolution. C'est moins ça va moins vite qu'on pensait, dans le sens où ça prend un ordinateur très puissant, puis c'est pas. Je pense que 2019, ça va être l'année où ça va vraiment devenir grand public, là, à mon avis. Puis avec des jeux comme avec des jeux comme ça. Ça risque d'attirer des gens qui étaient peut-être pas intéressés au VR, puis finalement, ça peut être une porte d'entrée. Oui, effectivement. Je pense qu'on a sûrement assez long d'émissions là en ce moment. Probablement. Il y avait beaucoup de jasettes là-dedans. Hein. Effectivement. Mais merci. En tout cas, merci Sonny, merci Donald. C'est un grand plaisir. On va se revoir assez rapidement. Effectivement. Je tiendrai également à remercier tout le monde à la maison qui sont venus, et ainsi que notre producteur et notre réalisateur, Mathieu Côté, que sans son initiative, on aurait qui lève sa main dans le fond là-bas. Absolument, Mathieu a travaillé très fort depuis longtemps sur ce projet. J'ai passé plusieurs soirées avec lui à faire des tests, et puis sans lui, vous ne pourriez pas voir les chroniques virtuelles. Exactement ça. Effectivement. Merci beaucoup, Mathieu. Puis merci tout le monde à la maison. Ça fait plaisir de vous recevoir dans les chroniques du virtuel. Puis venez nous voir dans 2 semaines pour venir voir notre invité Zazel de ETR.fr. Ça risque d'être très intéressant. Il y a des hotspots pour nous autres sur le CES 2019. Donc, manquez pas ça. Merci beaucoup. Ciao, bye. Bye bye.